Baskerville Hall, le 15 octobre. Mon cher Holmes, si j'ai été forcé de vous laisser pratiquement sans nouvelles durant les premiers jours de ma mission, vous devrez reconnaître que j'ai rattrapé le temps perdu et que les événements se bousculent désormais autour de nous. Dans mon dernier rapport, j'ai conclu en beauté sur Barrymore à la fenêtre, et cette fois ma chronique des événements de la semaine devrait, à moins que je ne me trompe, complètement, considérablement vous surprendre. Les choses ont pris une tournure que je n'aurais pu prévoir. Sous certains aspects, elles sont devenues, depuis 48 heures, beaucoup plus claires et sous d'autres, beaucoup plus compliquées. Mais je vais tout vous raconter et vous en jugerez par vous-même. Avant le petit déjeuner, le matin qui suivit mon aventure, j'empruntai le couloir pour aller inspecter la pièce dans laquelle Barrymore s'était rendu la nuit précédente. La fenêtre ouest par laquelle il avait regardé si intensément possède, remarquai-je, une particularité par rapport à toutes celles qui existent dans la maison. Elle offre la vue la plus rapprochée de la lande. Il y a une trouée entre deux arbres qui permet, de ce point de vue, une vue directe, alors que de toutes les autres fenêtres, on ne peut l'apercevoir qu'au loin. Il s'ensuit par conséquent que Barrymore, puisque seule cette fenêtre pouvait servir son dessein, devrait chercher quelque chose ou quelqu'un sur la lande. La nuit était très sombre, et je ne vois guère comment il aurait pu espérer distinguer qui que ce soit. M'a traversé l'esprit une possible intrigue amoureuse en cours. Cela aurait pu expliquer ses déplacements furtifs et le trouble de sa femme. C'est un très bel homme, qui possède tout ce qu'il faut pour conquérir le cœur d'une fille de la campagne, si bien que cette théorie avait quelques arguments pour elle. La porte que j'ai entendue s'ouvrir après mon retour dans ma chambre pouvait signifier qu'il était sorti pour honorer un rendez-vous clandestin. Je me mis donc à réfléchir, le matin venu, et je vais vous donner la direction de mes soupçons, même si le résultat a montré qu'ils étaient infondés. Mais quelle que soit la véritable explication des allées et venues de Barrymore, je sentis que la responsabilité que je prenais en les gardant pour moi avant de pouvoir les expliquer était trop forte. J'eus un entretien avec le baronnet dans son bureau après le petit déjeuner, et je lui dis tout ce que j'avais vu. Il fut moins surpris que je ne m'y attendais. Oh, je savais que Barrymore se promenait la nuit, et j'avais en tête de lui en parler, dit-il. 2 ou 3 fois, j'ai entendu ses pas arpenter le couloir, exactement à l'heure que vous dites. Peut-être alors se rend-il tous les soirs à cette fenêtre-là, suggérai-je. Peut-être en effet. Si c'est le cas, nous devrions pouvoir le suivre et découvrir ce qui l'intéresse. Je me demande ce que ferait votre ami Holmes s'il se trouvait ici. Je pense qu'il procéderait exactement comme vous venez de le suggérer, dis-je. Il suivrait Barrymore pour voir ce qu'il fait. Alors, nous allons agir ensemble. Mais il va certainement nous entendre. Il est un peu sourd. Et de toute façon, il faut courir le risque. Nous allons rester dans ma chambre ce soir et nous attendrons qu'il passe. Sir Henry se frotta les mains de plaisir, et il était évident qu'il accueillait cette aventure comme un soulagement en regard de sa vie plutôt calme sur la lande. Le baronnet s'est mis en rapport avec l'architecte qui avait établi les plans pour Sir Charles, ainsi qu'avec un entrepreneur de Londres, et on doit s'attendre à de grands changements d'ici peu. Des décorateurs et des marchands de meubles sont venus de Plymouth, et il est évident que notre ami a de grands projets et qu'il n'entend s'épargner aucun effort ni aucune dépense pour restaurer la grandeur de sa famille. Lorsque la maison sera rénovée et remeublée, il ne lui manquera plus qu'une femme pour qu'elle soit complète. Entre nous, il y a des indices assez clairs que cela ne sera pas un problème si la dame consent, car j'ai rarement vu un homme aussi épris d'une femme que lui de notre belle voisine, mademoiselle Stapleton. Et pourtant, le cours de l'amour ne coule pas aussi doucement que les circonstances le laissent penser. Aujourd'hui, par exemple, ces eaux ont été agitées par des vagues tout à fait inattendues, ce qui a provoqué chez notre ami beaucoup de perplexité et de contrariété. Après la conversation avec Barrymore que j'ai évoquée, Sir Henry mit son chapeau et se prépara à sortir. Bien évidemment, je fis de même. « Mais est-ce que vous venez, vous aussi, Watson ?» demanda-t-il en me regardant avec curiosité. « Tout dépend de si vous allez sur la lande, dis-je. »« Oui, j'y vais. »« Eh bien, vous connaissez mes instructions. Je suis désolé de m'imposer, mais vous avez entendu avec quelle gravité Holmes a insisté pour que je ne vous quitte pas, et en particulier pour que vous n'alliez pas seul sur la lande. » Sir Henry mit sa main sur mon épaule en souriant aimablement. « Mon cher ami, dit-il, Holmes, malgré sa grande sagesse, n'avait pas prévu certaines choses qui se sont produites depuis mon arrivée sur la lande. Vous comprenez ? Je suis sûr que vous serez le dernier homme au monde à vouloir jouer les troubles-fêtes. Je dois sortir seul.
Cela me plaça dans une situation très inconfortable. Je ne savais plus que faire ou quoi dire et, avant d'avoir pris une décision, il avait saisi sa canne et était parti. Mais quand je repensai au problème, ma conscience me reprocha amèrement de l'avoir laissé s'éloigner, quel que fût le prétexte. J'imaginais ce que je ressentirais si je devais revenir vers vous pour vous avouer qu'un malheur est survenu parce que j'aurais négligé vos instructions. Je vous assure que je me mis à rougir à cette seule pensée. Il n'était peut-être pas encore trop tard pour le rattraper, et je partis donc immédiatement en direction de Merripit House. Je me hâtai sur la route du plus vite que je le pouvais, sans apercevoir Sir Henry, jusqu'à l'endroit où le chemin de la lande bifurque. Alors, craignant d'avoir suivi la mauvaise direction, je gravis une colline d'où je pourrais avoir une vue dominante, la colline qui est creusée par la lugubre carrière. De là, je l'aperçus tout de suite. Il était sur le chemin de la lande à environ 400 mètres, et une dame, qui ne pouvait être que mademoiselle Stapleton, se trouvait à son côté. Il était évident qu'ils s'étaient concertés et s'étaient donné rendez-vous. Il marchait lentement, en grande conversation, et je la vis qui agitait fébrilement les mains, comme si elle parlait avec beaucoup de conviction, tandis qu'il écoutait attentivement et qu'une ou deux fois, il secouait la tête pour marquer un profond désaccord. Je restai debout au milieu des rochers à les observer, me demandant ce que je devais faire. Les suivre et m'interposer au milieu de leur conversation intime me paraissait un véritable affront, et pourtant mon vrai devoir était de ne jamais le quitter un instant des yeux. Jouer les espions à l'encontre d'un ami est une chose abjecte. Pourtant, je ne pouvais trouver meilleure solution que de l'observer depuis la colline et de soulager ma conscience en lui avouant après coup ce que j'avais fait. Il est vrai que si un danger soudain l'avait menacé, j'étais trop loin pour être d'aucune utilité, et cependant, je suis certain que vous reconnaîtrez que ma position était très délicate et que je ne pouvais rien faire de plus. Notre ami Sir Henry et la dame s'étaient arrêtés sur le chemin et ils étaient profondément absorbés par leur conversation lorsque je me rendis soudain compte que je n'étais pas le seul témoin de leur entretien. Mon œil surprit une forme verte flottant dans l'air et un second regard m'indiqua qu'elle se trouvait au bout d'un bâton tenu par un homme qui s'avançait sur le sol défoncé. C'était Stapleton avec son filet à papillons. Il était beaucoup plus près des deux que moi, et il semblait se diriger dans leur direction. Sir Henry attira alors soudain mademoiselle Stapleton contre lui. Il l'entoura du bras, mais il me sembla qu'elle tentait de se dégager et qu'elle tournait la tête. Il pencha la tête vers la sienne et elle leva la main en signe de protestation. Le moment d'après, je les vis s'éloigner brusquement l'un de l'autre et se retourner vivement. Stapleton était la cause de cette interruption. Il courait furieusement vers eux avec son filet ridicule qui se balançait derrière lui. Dans son excitation, il se mit à gesticuler et presque à danser devant les amoureux. Je ne parvenais pas à imaginer ce que tout cela signifiait, mais il me sembla que Stapleton insultait Sir Henry, lequel lui offrait des explications et s'énervait à mesure que l'autre refusait de les accepter. La dame se tenait à l'écart et affectait un silence digne. Pour finir, Stapleton tourna les talons et fit un signe péremptoire à sa sœur qui, après un regard hésitant vers Sir Henry, partit aux côtés de son frère. L'attitude colérique du naturaliste montrait que son mécontentement incluait sa sœur. Le baronnet resta à les observer pendant 1 minute, puis il repartit lentement dans la direction d'où il était venu, la tête basse, l'image même du découragement. Je ne parvenais pas à comprendre la signification de tout cela, mais j'avais profondément honte d'avoir assisté à une scène aussi intime sans que mon ami le sache. Je dégringolai donc la colline et rejoignis le baronnet en bas. Il avait le visage rouge de colère et les sourcils froncés comme quelqu'un de complètement désemparé. « Salut, Watson ! D'où sortez-vous » dit-il. « Ne me dites pas que vous avez fini par m'emboîter le pas !» Je lui expliquai tout. Comment j'avais jugé impossible de rester derrière, comment je l'avais suivi, et comment j'avais assisté à toute la scène. Il me foudroya un court instant du regard, mais ma franchise désamorça sa colère et il éclata finalement d'un rire un peu contrit. « On aurait pu croire que le centre de cette prairie serait un endroit assez tranquille et discret, dit-il, mais par le ciel, on dirait que toute la région est de sortie pour m'observer faire la cour, et de quelle pauvre façon en plus. Où aviez-vous réservé votre fauteuil ? Je me trouvais sur cette colline. Assez près du dernier rang, hein ? Mais son frère était aux premières loges. L'avez-vous vu nous tomber dessus ? Oui. Vous est-il déjà apparu fou, son frère ? Je ne pourrais pas dire cela. Moi non plus.
Je l'ai toujours cru saint d'esprit jusqu'à aujourd'hui, mais vous pouvez me croire, l'un de nous deux devrait porter une camisole de force. Alors qu'est-ce que j'ai? Vous vivez à mes côtés depuis quelques semaines, Watson. Dites-le-moi sur le champ sans détour. Y a-t-il quelque chose qui empêcherait que je sois un bon époux pour la femme que j'aime? Je pense que non. Il ne peut me reprocher ma position dans le monde, donc ce doit être à moi qu'il en veut. Que me reproche-t-il? Je n'ai jamais fait de mal à un homme ou une femme de ma vie, pour autant que je sache, et pourtant il ne me laisserait même pas toucher le bout de ses doigts. C'est ce qu'il a dit? Cela et beaucoup plus. Je vous assure, Watson, je ne la connais que depuis quelques semaines, mais dès le début, j'ai senti qu'elle était faite pour moi. Et elle aussi. Elle était heureuse en ma compagnie, de ça je pourrais en jurer. Il y a dans les yeux des femmes une lueur qui en dit plus que les mots. Mais il ne nous a jamais laissé nous retrouver, et c'est seulement aujourd'hui que, pour la première fois, j'ai entrevu la possibilité d'échanger quelques mots avec elle en tête-à-tête. Elle était contente de me voir, mais ce n'était pas pour parler d'amour qu'elle était venue, et elle m'en aurait empêché si elle avait pu. Elle n'arrêtait pas de revenir sur le fait que c'était un endroit dangereux et qu'elle ne serait pas heureuse tant que je ne l'aurais pas quittée. Je lui ai dit que depuis que j'avais fait sa connaissance, je n'étais guère pressé de partir, et que si elle voulait vraiment que je m'en aille, le seul moyen d'y parvenir était pour elle de s'arranger pour venir avec moi. Là-dessus, je lui proposai sans plus de détour de m'épouser, mais avant qu'elle ait pu répondre, voilà que son frère arrive en courant vers nous avec le visage d'un dément. Il était blanc de rage et son regard si clair étincelait de fureur. « Que faisais-je avec la dame? Comment osais-je lui offrir des attentions qui lui répugnaient? Pensais-je que parce que j'étais baronnet, je pouvais agir à ma guise? Si ce n'avait pas été son frère, j'aurais su comment lui répondre. Je lui dis que je n'avais pas à rougir de mes sentiments envers sa sœur et que j'espérais qu'elle me ferait l'honneur de devenir ma femme. Cela ne sembla pas améliorer les choses, et alors je perdis moi aussi mon calme et lui répondis avec certainement plus d'animosité que je n'aurais dû, étant donné qu'elle se trouvait à proximité. Pour finir, il partit avec elle, comme vous avez pu le voir, et me voici l'homme le plus déconcerté du pays. Dites-moi simplement ce que tout ceci signifie, Watson, et je vous en serai redevable à jamais. J'avançai une ou deux explications, mais en vérité j'étais moi-même complètement décontenancé. Le titre de notre ami, sa fortune, son âge, son caractère comme son apparence, tout joue en sa faveur, et je ne vois rien à lui reprocher en dehors de ce sombre destin qui pèse sur sa famille. Que ses avances soient rejetées si violemment sans s'enquérir des souhaits de la dame, et qu'elle accepte la situation sans protester, voilà qui est étonnant. Cependant, nos conjonctures prirent fin car Stapleton nous rendit lui-même visite l'après-midi même. Il venait présenter ses excuses pour son attitude grossière du matin, et après un long entretien en privé avec Sir Henry dans son bureau, il résulta de leur conversation que la rupture fut oubliée et que nous irions d'ailleurs dîner à Merripit House le vendredi suivant. « Je ne dis pas qu'il est fou à présent, » dit Sir Henry. « Je ne parviens pas à oublier l'expression de ses yeux lorsqu'il a foncé sur moi ce matin, mais je dois reconnaître que personne n'aurait pu s'excuser de plus belle manière que lui. » A-t-il donné une explication à sa conduite? Sa sœur est tout pour lui, m'a-t-il dit. C'est assez naturel, et je suis heureux qu'il reconnaisse sa valeur. Ils ont toujours été ensemble, et d'après son récit, il a toujours été très solitaire, avec elle seule pour compagnon, si bien que l'idée de la perdre lui est vraiment insupportable. Il n'a pas compris, disait-il, que j'étais en train de m'attacher à elle, mais lorsqu'il a vu de ses propres yeux que c'était réellement le cas et qu'on risquait de la lui enlever, le choc a été tel que durant un moment il n'a plus su ce qu'il disait ni faisait. Il était vraiment désolé de tout ce qui s'était passé, et il a reconnu à quel point il était stupide et égoïste d'imaginer qu'il pouvait retenir de force auprès de lui une femme superbe comme sa sœur toute sa vie. Si elle devait le quitter, il préférait que ce soit pour un voisin comme moi que pour n'importe qui d'autre. Mais dans tous les cas, le coup serait dur pour lui et il mettrait un certain temps avant d'être prêt à l'affronter. Il ne s'y opposerait plus du tout pour sa part si je promettais de laisser pendant 3 mois la question de côté et me contentais d'entretenir mon amitié avec la jeune femme durant cette période sans chercher à conquérir son cœur. Je le lui ai promis et nous en restâmes là. Voilà donc l'un de nos petits mystères éclaircis. C'est quelque chose que d'avoir pris pied dans ce marécage où nous pataugeons. Nous savons maintenant pourquoi Stapleton voyait d'un mauvais œil le prétendant de sa sœur, quand bien même le poursuivant serait aussi recommandable que Sir Henry. J'en viens maintenant à un autre fil que j'ai extrait de l'écheveau, le mystère des sanglots dans la nuit, des traces de larmes sur le visage de Madame Barrymore et des visites secrètes du majordome à la fenêtre trahissée ouest. Félicitez-moi, mon cher Holmes,
et dites-moi que je ne vous déçois pas comme agent et que vous ne regrettez pas la confiance que vous m'avez accordée lorsque vous m'avez envoyé ici. Toutes ces choses ont été totalement éclaircies grâce à une nuit de travail. J'ai dit grâce à une nuit de travail, mais ce fut 2 en réalité car nous fîmes chou blanc la première. Je demeurai avec Sir Henry dans sa chambre jusqu'à près de 3 heures, mais nous n'entendîmes absolument aucun bruit en dehors des coups de l'horloge de l'escalier. Ce fut une veille très mélancolique et nous finîmes par nous endormir sur notre chaise. Fort heureusement, nous ne cédâmes pas au découragement et décidâmes d'essayer à nouveau. La nuit suivante, nous baissâmes la lampe et restâmes à fumer des cigarettes sans faire le moindre bruit. C'était incroyable à quel point les heures passaient lentement, et cependant, nous étions animés par la même sorte d'intérêt patient que celui que doit ressentir le chasseur surveillant le piège dans lequel il espère que le gibier viendra s'aventurer. 1 heure sonna, puis 2, et pour la seconde fois nous étions prêts d'abandonner en désespoir de cause, lorsque soudain, nous nous redressâmes tous 2 d'un coup sur nos chaises, et nos sens fatigués se retrouvèrent de nouveau en alerte. Nous avions perçu le craquement d'un pas dans le couloir. Nous l'entendîmes passer furtivement jusqu'à ce qu'il s'évanouisse au loin. Le baronnet ouvrit alors doucement la porte et nous nous mîmes en chasse. Notre homme avait déjà fait le tour de la galerie et le couloir était plongé dans le noir. Nous progressâmes à pas feutrés jusqu'à l'autre aile. Nous arrivâmes juste à temps pour entrevoir la haute silhouette avec sa barbe noire et ses épaules voûtées qui s'avançaient sur la pointe des pieds dans le couloir. Puis il passa la même porte que précédemment, révélée par la lueur de la bougie au cœur de l'obscurité, et ne subsista plus qu'un seul filet de lumière jaune dans la pénombre du couloir. Nous nous en approchâmes avec précaution, jaugeant chaque lame de plancher avant d'oser peser de tout notre poids dessus. Nous avions pris le soin de laisser derrière nous nos chaussures, mais même ainsi, les vieilles planches grinçaient et craquaient sous nos pas. Il nous semblait par moments qu'il était impossible qu'il ne nous ait pas entendus venir. Cependant, l'homme est heureusement un peu sourd, et il était totalement absorbé par ce qu'il était en train de faire. Quand nous atteignîmes enfin la porte et que nous regardâmes à l'intérieur, nous le vîmes accroupi près de la fenêtre, bougie en main, son pâle visage plaqué contre la vitre, concentré, exactement comme je l'avais vu 2 nuits auparavant. Nous n'avions préparé aucun plan de campagne, mais le baronnet est quelqu'un pour qui la voie la plus directe est toujours la plus naturelle. Il entra dans la pièce, et Barrymore s'écarta aussitôt d'un bond de la fenêtre en poussant une exclamation. « Oh !» Puis resta planté devant nous, livide et tremblant. Ses yeux sombres, qui se détachaient sur le masque blanc de son visage, étaient emplis d'horreur et de stupeur, et allaient sans arrêt de Sir Henry à moi. « Que faites-vous ici, Barrymore ?»« Rien, monsieur. » Son agitation était telle qu'il pouvait à peine parler, et nos ombres sautillaient au rythme de sa bougie qui tremblait. « C'est la fenêtre, monsieur. Je fais le tour le soir pour vérifier qu'elles sont bien fermées. »« À l'étage ?»« Oui, monsieur, toutes les fenêtres. »« Voyons, Barrymore, » dit Sir Henry sur un ton sévère. « Nous sommes décidés à connaître la vérité sur vous, alors cela vous épargnerait des ennuis de tout nous dire maintenant et non plus tard. Allons, pas de mensonges. Que faisiez-vous à cette fenêtre ?» Le bonhomme nous regarda avec désespoir, en se tordant les mains comme s'il était au comble de la gêne et de l'incertitude. « Je ne faisais rien de mal, monsieur. Je tenais une bougie près de la fenêtre. »« Et pourquoi teniez-vous une bougie près de la fenêtre ?»« Ne me le demandez pas, Sir Henry. Ne me le demandez pas. Je vous en donne ma parole, monsieur, ce n'est pas mon secret, et je ne peux pas le révéler. Si cela ne concernait que moi, je ne chercherais pas à le cacher. » Une idée soudaine me traversa l'esprit, et je pris la bougie que le majordome avait posée sur le rebord de la fenêtre. « Il devait la tenir là en guise de signal, » dis-je. « Regardons s'il y a une réponse. » Je la levai comme il l'avait fait, et scrutai au dehors dans l'obscurité de la nuit. Je parvenais à distinguer la masse noire des arbres et la surface plus claire de la lande, car la lune se trouvait derrière les nuages. Puis je poussai un cri de joie, car un minuscule point de lumière jaune avait soudain transpercé le voile sombre et brillait fixement au centre du carré noir formé par la fenêtre. « Le voilà !» m'écriai-je. « Non, non, monsieur, ce n'est rien. Rien du tout !» coupa le majordome. « Je vous assure, monsieur... »« Bougez votre lumière devant la fenêtre, Watson !» s'écria le baronnet. « Regardez, l'autre bouge aussi. Et maintenant, canaille, vous osez nier que c'est un signal ? Allez ! Parlez.
Qui est votre complice là-bas dehors, et quelle conspiration se trame? Le visage de l'homme prit ouvertement un air de défi. C'est mon affaire et non la vôtre. Je ne dirai rien. Alors, vous quittez mon service sur le champ. Très bien, monsieur. S'il le faut, je le ferai. Et vous partez déshonoré. Bon sang, vous devriez avoir honte de vous. Votre famille vit avec la mienne sous ce toit depuis plus de 100 ans et je découvre que vous êtes au cœur d'un sombre complot contre moi. Non, non, monsieur, non, pas contre vous. C'était la voix d'une femme, et Madame Barrymore, plus pâle et plus saisie d'horreur que son mari, se tenait à la porte. Sa silhouette massive, revêtue d'un châle et d'une jupe, aurait pu paraître comique si ce n'était l'intensité de l'expression de son visage. Nous devons partir, Elisa. Tout est terminé. Tu peux préparer nos affaires, dit le majordome. Oh, John, est-ce moi qui t'ai entraîné là-dedans? C'est ma faute, Sir Henry, tout est de ma faute. Il n'a rien fait d'autre que m'aider, et parce que je le lui ai demandé. Parlez dans ce cas. Qu'est-ce que cela signifie? Mon pauvre frère est en train de mourir de faim sur la lande. Nous ne pouvons pas le laisser périr juste à notre porte. La lumière est un signal à son attention pour le prévenir que des vivres sont prêts pour lui, et sa lumière là-bas indique où les lui apporter. Alors votre frère est... Le prisonnier échappé, monsieur. Selden, le criminel. C'est la vérité, monsieur, dit Barrymore. J'ai dit que ce n'était pas mon secret et que je ne pouvais vous le révéler, mais maintenant vous le connaissez, monsieur, et vous voyez que s'il y avait un complot, ce n'était pas contre vous. Voilà donc l'explication des furtives expéditions nocturnes et de la lumière à la fenêtre. Sir Henry et moi regardâmes tous deux la femme avec stupéfaction. Était-il possible que cette personne impassible et respectable fût du même sang que l'un des plus célèbres criminels du pays? Oui, monsieur. Mon nom était Selden, et c'est mon jeune frère. Nous l'avons trop gâté lorsqu'il était gamin, et nous l'avons toujours laissé faire ce qu'il voulait, jusqu'à ce qu'il en vienne à penser que le monde entier était là pour son bon plaisir, et qu'il pouvait agir à sa guise. Puis en grandissant, il s'est mis à faire de mauvaises rencontres, et le diable s'est emparé de lui jusqu'à briser le cœur de notre mère et traîner notre nom dans la boue. Crime après crime, il s'est enfoncé de plus en plus bas, et seule la miséricorde divine lui a permis d'éviter l'échafaud. Mais pour moi, monsieur, il est toujours le petit garçon aux cheveux bouclés que je veillais et avec lequel je jouais, comme le fait une grande sœur. Voilà pourquoi il s'est évadé de la prison, monsieur. Il savait que j'étais là, et que nous ne pouvions lui refuser notre aide. Lorsqu'il s'est traîné ici un soir, exténué et affamé, avec les gardiens lancés à ses trousses, que pouvions-nous faire? Nous l'avons accueilli, nous l'avons nourri et soigné. Puis vous êtes revenu, monsieur, et mon frère a jugé qu'il serait plus en sécurité sur la lande que nulle part ailleurs en attendant que la gestation retombe. Et il s'est donc caché là-bas. Mais une nuit sur deux, nous nous assurons qu'il s'y trouve toujours en plaçant une lumière à la fenêtre, et en cas de réponse, mon mari lui apporte du pain et de la viande. Chaque jour, nous espérons qu'il est parti. Mais tant qu'il est là, nous ne pouvons pas l'abandonner. Voilà toute la vérité. Car je suis une bonne chrétienne, et vous constaterez que s'il y a quelqu'un à blâmer dans cette histoire, ce n'est pas mon mari, mais moi pour qui il a agi ainsi. Les propos de la femme furent prononcés avec une gravité profondément convaincante. Est-ce vrai, Barrymore? Oui, Sir Henry. Chaque mot. Bien. Je ne peux vous reprocher d'avoir soutenu votre femme. Oubliez ce que je vous ai dit. Retournez tous deux à votre chambre et nous reparlerons de cette histoire demain matin. Lorsqu'ils furent partis, nous regardâmes de nouveau par la fenêtre. Sir Henry l'avait ouverte en grand, et le vent glacé de la nuit nous cinglait le visage. Au loin, dans le noir, luisait toujours ce petit point de lumière jaune. « Je suis étonné de son audace, » dit Sir Henry. « Il est peut-être placé de manière à n'être visible que d'ici. » Très certainement. À quelle distance pensez-vous qu'il se trouve? Près du rocher fendu, je pense. Pas plus de 2 ou 3 kilomètres. À peine, oui. Ma foi, cela ne peut pas être bien loin si Barrymore devait lui apporter des vivres. Et il attend ce gredin à côté de cette bougie.
Bon sang, Watson, je vais l'attraper, ce type. La même pensée m'avait traversé l'esprit. Ce n'était pas comme si les Barrymore nous avaient mis dans la confidence. Le secret leur avait été arraché. L'homme représentait un danger pour la communauté. C'était une canaille sans scrupules pour qui il n'existait ni pitié ni excuse. Nous ne faisions que notre devoir en saisissant l'occasion de le renvoyer là où il serait inoffensif. Avec son caractère brutal et violent, d'autres en paieraient le prix si nous n'agissions pas. Chaque nuit, par exemple, nos voisins les Stapleton risquaient d'être attaqués, et c'est peut-être cette pensée qui rendit Sir Henry si favorable à cette aventure. « Je viens !» dis-je. « Alors prenez votre revolver et enfilez vos bottines. Plus vite nous partirons, et mieux ce sera, car le type risque de retirer la bougie et de disparaître. » En moins de 5 minutes, nous avions passé la porte et entamions notre expédition. Nous filâmes par le jardinet plongé dans le noir, dans le gémissement monotone du vent d'automne et le bruissement des feuilles mortes. L'air de la nuit était chargé d'une odeur de marécage et de pourriture. La lune perçait parfois un instant, mais les nuages marquaient le ciel, et juste au moment où nous arrivâmes sur la lande, une petite pluie fine se mit à tomber. La lumière brillait toujours fixement en face de nous. « Êtes-vous armé ?» demandai-je. « J'ai un stick de chasse. » Nous allons fondre sur lui rapidement, car on dit qu'il est prêt à tout. Il faut le prendre par surprise et le réduire à notre merci avant qu'il ne puisse résister. Dites-moi, Watson, que dirait Holmes de tout ceci, au sujet de ces heures de la nuit où s'exaltent les puissances des ténèbres? Soudain, comme en réponse à ces mots, de l'immensité ténébreuse de la lande s'éleva d'un coup le cri étrange que j'avais déjà entendu aux abords du grand bourbier de Grimpen. Il arriva porté par le vent dans le silence de la nuit, un long et profond grommellement suivi d'un hurlement qui alla crescendo pour s'évanouir enfin dans un gémissement triste. On l'entendit encore et encore qui emplissait l'air, strident, sauvage et menaçant. Le baronnet me saisit par la manche, et son visage livide luisait dans l'obscurité. « Seigneur Watson, qu'est-ce que c'est ?» Je ne sais pas. C'est un bruit qui existe sur la lande. Je l'ai entendu une fois auparavant. Il se dissipa, et un silence complet nous entoura. Nous étions immobiles, l'oreille aux aguets, mais rien ne se produisit. « Watson, » dit le baronnet, « c'était le cri d'un chien ?» Mon sang se glaça dans mes veines, car il y avait quelque chose dans sa voix qui disait toute l'horreur qui l'avait soudain saisi. « Comment appelle-t-il ce bruit ?» demanda-t-il. « Qui ?»« Les gens d'ici. »« Oh, ce sont des ignorants. Pourquoi vous soucieriez-vous de savoir comment ils l'appellent ?» J'hésitais, mais je ne pouvais échapper à cette question. Ils disent que c'est le cri du chien des Baskerville. Il grogna, puis resta silencieux quelques instants. « C'était un chien, » dit-il enfin. « Mais il semblait venir de très loin, de plusieurs kilomètres par là, je pense. » Difficile de dire d'où il provenait. Il est apparu et s'est évanoui au gré du vent. N'est-ce pas la direction du grand bourbier de Grimpen ? Oui, c'est bien ça. Eh bien, c'était là-bas. Allons, Watson, n'avez-vous pas pensé vous-même au cri d'un chien ? Je ne suis pas un enfant, il ne faut pas avoir peur de me dire la vérité. Stapleton était avec moi lorsque je l'ai entendu la première fois. Il a prétendu que cela pouvait être le cri d'un oiseau étrange. Non, c'était un chien. Mon Dieu, peut-il y avoir quelque vérité dans toutes ces histoires ? Est-il possible que je sois vraiment menacé par un danger aussi terrible ? Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas, Watson ? Non. Et pourtant, c'était une chose d'en rire à Londres, et c'en est une autre de se retrouver ici dans l'obscurité sur la lande et d'entendre une plainte comme celle-là. Et mon oncle ? Il y avait l'empreinte du chien juste à côté de l'endroit où il gisait. Tout se tient. Je ne crois pas être un couard, Watson, mais ce bruit m'a complètement glacé les sangs. Touchez ma main. Elle était aussi froide qu'un bloc de marbre. Vous irez mieux demain. Je ne crois pas que je parviendrai à chasser ce cri de mon esprit. Que suggérez-vous maintenant ? Devons-nous rebrousser chemin ? Non, bon sang. Nous sommes venus attraper notre homme et nous allons le faire. Nous sommes sur la piste du prisonnier, avec un chien de l'enfer peut-être bien sur la nôtre.
Venez. Nous verrons bien si tous les démons des profondeurs ont été lâchés sur la lande. » Nous progressions péniblement dans l'obscurité, entourés par la forme noire de la colline accidentée, et le point de lumière jaune qui brillait fixement en ligne de mire. Il n'y a rien d'aussi décourageant que l'appréciation de la distance d'un point lumineux dans la nuit noire, et par moments la lueur semblait être très loin à l'horizon, alors qu'à d'autres, on aurait pu la croire à quelques mètres. Mais nous parvînmes enfin à découvrir sa provenance, et nous sûmes alors que nous étions en réalité très proches. Une bougie dégoulinante de cire était logée dans l'anfractuosité d'un rocher qui la protégeait du vent et l'empêchait d'être visible en dehors de Baskerville Hall. Un bloc de granit masqua notre approche, et accroupis derrière, nous jetâmes un œil par-dessus vers le signal lumineux. C'était étrange de voir cette bougie se consumer ainsi au milieu de la lande, sans aucun signe de vie aux alentours, cette unique flamme jaune toute droite et le reflet de la pierre de chaque côté. « Qu'allons-nous faire maintenant » murmura Sir Henry. « Attendre ici. Il doit se trouver près de la lumière. Voyons si nous pouvons l'apercevoir. » Je venais à peine de prononcer ces paroles quand nous le vîmes tous deux. Entre les rochers, dans la crevasse où se consumait la bougie, venait de surgir un visage cireux et diabolique. Un visage bestial, terrible, ridé et marqué par de funestes colères. Recouvert de fange, la barbe hérissée et les cheveux emmêlés, il aurait bien pu appartenir à l'un de ces sauvages qui habitaient les vieux terriers sur les collines. La lumière se reflétait par en dessous dans ses petits yeux rusés, qui virevoltaient à droite et à gauche dans l'obscurité, comme ceux d'un animal sauvage et malin qui a entendu les pas des chasseurs. Quelque chose avait évidemment éveillé ses soupçons. Peut-être Barrymore avait-il un signal secret que nous avions omis de délivrer, ou le bonhomme avait-il une autre raison de penser que quelque chose n'allait pas, mais je pouvais deviner ses craintes sur son visage mauvais. À tout moment, il risquait de s'écarter brusquement de la lumière et de disparaître dans la nuit. Je m'élançai donc, et Sir Henry fit de même. Au même instant, le prisonnier lâcha un juron et lança un caillou qui alla s'écraser sur le rocher qui nous avait dissimulés. Au moment, par chance, la lune perça les nuages. Nous passâmes le sommet de la colline en courant et vîmes notre homme qui détalait à toute vitesse sur l'autre versant, bondissant sur les cailloux avec l'agilité d'une chèvre des montagnes. Avec un peu de chance, de loin, j'aurais pu le blesser avec mon revolver, mais je ne l'avais emporté que pour me défendre en cas d'attaque, non pour descendre un homme désarmé qui se sauvait. Nous étions tous deux des coureurs rapides et en bonne condition physique, mais nous constatâmes rapidement que nous n'avions aucune chance de le rattraper. Il fut assez longtemps visible sous le clair de lune, jusqu'à ce qu'il ne forme plus qu'une petite tache se déplaçant vivement entre les rochers sur une colline distante. Nous courûmes jusqu'à perdre haleine, mais la distance qui nous séparait ne faisait qu'augmenter. Finalement, nous nous arrêtâmes pour nous asseoir sur deux rochers d'où, haletant, nous le vîmes disparaître au loin. Et c'est à ce moment qu'advint une chose étrange et très inattendue. Nous nous étions levés et nous apprêtions à rentrer, ayant abandonné cette chasse sans espoir. La lune était basse, sur notre droite, et le sommet déchiqueté d'une butte granitique se découpait au bas de son disque d'argent. Là, dessinée nettement comme une statue d'ébène sur ce fond brillant, je vis une silhouette humaine sur le rocher. Ne croyez pas que c'était une illusion, Holmes. Je vous assure que de ma vie, je n'ai rien vu de plus net. Autant que j'ai pu en juger, c'était celle d'un homme grand et mince. Il se tenait les jambes un peu écartées, les bras croisés, la tête penchée, comme s'il méditait gravement sur le gigantesque désert de tourbe et de granit qui s'étendait devant lui. On aurait dit l'âme même de ce terrible endroit. Ce n'était pas le prisonnier. Cet homme se trouvait loin de l'endroit où l'autre avait disparu, de plus, il était beaucoup plus grand. Avec une exclamation de surprise, je le montrai du doigt au baronnet, mais le temps de me tourner pour lui saisir le bras, il avait disparu. Le sommet de granit accidenté se découpait toujours sur la partie inférieure de la lune, mais on n'y voyait plus trace de la silhouette silencieuse et immobile. J'aurais souhaité prendre cette direction et fouiller le pic rocheux, mais il était assez éloigné. Les nerfs du baronnet étaient toujours ébranlés par le cri qui lui rappelait les heures sombres de sa famille, et il n'était pas prêt à affronter de nouvelles aventures. Il n'avait pas remarqué l'individu solitaire sur le piton rocheux, et ne pouvait donc partager la frayeur qui avait fait naître en moi son étrange présence et son air d'autorité. « Un des gardiens de la prison, sans doute »
dit-il. La lande en est truffée depuis cette évasion. Ma foi, son explication était peut-être la bonne, mais j'aurais aimé m'en assurer. Aujourd'hui, nous avons l'intention de communiquer aux gens de Princeton l'endroit où chercher leurs fugitifs, mais en réalité, c'est dur de ne pas avoir connu les honneurs de leur avoir ramené comme notre prisonnier. Voilà les aventures de la nuit dernière, et vous devrez reconnaître, mon cher Holmes, que je vous ai fourni là un sacré bon rapport. Beaucoup de ce que je vous ai raconté est à n'en point douter sans relation avec le sujet, mais je trouve pourtant qu'il vaut mieux vous communiquer tous les faits pour que vous choisissiez vous-même ceux qui vous seront les plus utiles pour établir vos conclusions. Nous progressons, sans aucun doute. En ce qui concerne les Barrymore, nous avons trouvé les raisons de leurs agissements et la situation est on ne peut plus claire. Mais la lande, avec ses mystères et ses étranges occupants, demeure aussi impénétrable que jamais. Peut-être que dans le prochain je pourrai jeter quelques lumières sur cela également. Le mieux serait que vous puissiez nous rejoindre ici. Dans tous les cas, vous aurez de mes nouvelles dans les jours qui suivent. Jusqu'ici, j'ai pu citer les rapports que j'ai envoyés les premiers temps à Sherlock Holmes. Mais j'en arrive maintenant au point de mon récit où je suis contraint d'abandonner cette méthode et de me fier une fois de plus à mes souvenirs, aidé en cela du journal que je tenais à l'époque. Quelques extraits feront revivre ces situations dont chaque détail est fixé de manière indélébile dans ma mémoire. Je poursuis donc à partir de la matinée qui suivit notre poursuite avortée du prisonnier et nos autres étranges aventures sur la lande. 16 octobre. Sombre journée de brouillard avec un petit crachin. La maison est entourée de nuages tumultueux qui s'élèvent de temps en temps pour laisser entrevoir les mornes ondulations de la lande, les minces veines argentées sur les flancs des collines, et au loin les rochers qui luisent là où la lumière se reflète sur leur surface humide. La mélancolie règne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le baronnet subit le contre-coup des émotions de la veille. J'ai moi-même le cœur lourd et comme l'impression d'un danger qui nous menace, un danger permanent, d'autant plus terrible que je ne saurais le définir. Et n'ai-je pas des raisons d'éprouver un tel sentiment ? Considérez la longue série d'incidents qui tous convergent vers la sinistre puissance à l'œuvre autour de nous. Nous avons la mort du dernier occupant du manoir, qui a si précisément rempli les conditions de la légende familiale, et les déclarations répétées des paysans sur l'apparition d'une créature étrange sur la lande. Par 2 fois, j'ai entendu de mes propres oreilles un son qui ressemblait à l'aboiement d'un chien au loin. Il est incroyable, impossible que celui-ci se situe au-delà des lois ordinaires de la nature. Un chien fantôme qui laisse des empreintes de pas bien réelles et qui emplit l'air de sa plainte est bien évidemment inconcevable. Stapleton peut bien céder à ce genre de superstition, et Mortimer également, mais si j'ai une qualité sur cette terre, c'est le bon sens. Et rien ne me fera croire une chose pareille. Le faire serait s'abaisser au niveau de ces pauvres paysans qui ne se satisfont pas d'un simple chien de l'enfer, mais ont besoin de le décrire avec un feu diabolique jaillissant de sa gueule et de ses yeux. Holmes refuserait d'écouter de telles lubies, or, je suis son représentant. Mais les faits sont les faits, et par 2 fois j'ai entendu ce cri sur la lande. Supposons qu'il y ait véritablement là un gros chien en liberté. Cela suffirait à expliquer les choses. Mais où un gros chien pourrait-il se cacher ? Où trouverait-il de quoi se nourrir ? D'où vient-il ? Et comment se fait-il que personne ne l'ait vu de jour ? Il faut avouer que l'explication naturelle présente presque autant de difficultés que l'autre. Et puis, sans parler du chien, le fait est qu'à Londres, il y a eu intervention humaine, le type dans le fiacre et la lettre qui mettait Sir Henry en garde contre la lande. Cela, au moins, était bien réel, mais ça aurait pu être l'œuvre d'un ami prévenant comme d'un ennemi. Où se trouvait à présent cet ami ou cet ennemi ? Était-il resté à Londres ou nous avait-il suivis ici ? Se pouvait-il que ce soit l'inconnu que j'avais vu sur la colline ? Il est vrai que je n'avais fait que l'apercevoir, et pourtant il y a certaines choses sur lesquelles je serais prêt à jurer. Ce n'est pas un de ceux que j'ai vus par ici, et j'ai désormais rencontré tout le voisinage. La silhouette était beaucoup plus grande que Stapleton et beaucoup plus mince que Frankland. Barrymore est une hypothèse,
mais nous l'avions laissé derrière nous, et je suis certain qu'il n'a pas pu nous suivre. Il y a toujours un inconnu qui nous file, de même qu'un inconnu nous a suivis à Londres. Nous n'avons jamais réussi à le semer. Si je pouvais mettre la main sur cet homme, peut-être en aurions-nous fini avec toutes nos difficultés. C'est à ce seul but que je dois maintenant consacrer toute mon énergie. Ma première intention fut de révéler tous mes plans à Sir Henry. La seconde, plus sage, fut de jouer mon propre jeu et de parler aussi peu que possible à qui que ce soit. Il est dans la lune et silencieux. Ses nerfs ont été étrangement ébranlés par ce bruit sur la lande. Je ne lui dirai rien qui puisse accroître ses inquiétudes, mais je vais poursuivre ma propre voie pour arriver à mes fins. Il y a eu une petite scène ce matin après le déjeuner. Barrymore a demandé à parler à Sir Henry, et ils sont restés enfermés dans son bureau pendant un moment. Assis dans la salle de billard, j'ai entendu à plusieurs reprises les voix qui s'élevaient, et j'avais une idée assez précise de l'objet de leur discussion. Après un petit moment, le baronnet ouvrit la porte et m'appela. « Barrymore considère qu'on lui a fait du tort, dit-il. Il pense que ce n'était pas honnête de notre part de se lancer à la poursuite de son beau-frère, alors que c'était lui qui, de son propre gré, nous avait révélé le secret. » Le majordome se tenait devant nous, très pâle, mais tout à fait maître de lui. « J'ai peut-être parlé trop vivement, monsieur, dit-il. Et si c'est le cas, soyez certain que je vous en demande pardon. Mais en même temps, j'ai été très surpris de vous entendre tous les deux, messieurs, revenir ce matin et d'apprendre que vous étiez partis à la poursuite de Selden. Le pauvre gars a bien assez d'ennemis à combattre sans que j'en rajoute sur son chemin. » Si vous nous en aviez parlé de votre plein gré, la chose aurait été toute différente, dit le baronnet. Vous nous l'avez seulement dit, ou plutôt votre femme nous l'a seulement dit lorsqu'on vous y a forcé et que vous ne pouviez plus faire autrement. Je ne pensais pas que vous en profiteriez, Sir Henry. Vraiment, je ne le pensais pas. L'homme est un danger public. Il y a des maisons disséminées sur la lande, et c'est un individu qui ne reculerait devant rien. Il suffit d'apercevoir son visage pour le comprendre. Prenez la maison de Stapleton, par exemple. 100 personnes d'autres que lui pour la défendre. Nul ne sera en sécurité tant qu'il ne sera pas sous les verrous. Il ne pénétrera dans aucune maison, monsieur. Je vous en donne ma parole solennelle, et il ne causera plus jamais de problème à quiconque dans ce pays. Je vous assure, Sir Henry, que dans les tout prochains jours, les dispositions nécessaires auront été prises et qu'il sera en route pour l'Amérique du Sud. Pour l'amour de Dieu, monsieur, je vous supplie de ne pas dire à la police qu'il se trouve encore sur la lande. Les recherches ont été abandonnées et il se tiendra tranquille jusqu'à ce que le bateau soit prêt à l'emmener. Vous ne pouvez pas le dénoncer sans nous attirer également des ennuis à ma femme et à moi. Je vous supplie, monsieur, de ne rien dire à la police. Qu'en dites-vous, Watson ? Je haussai les épaules. S'il quittait le pays en sûreté, cela soulagerait le fardeau du contribuable. Et le risque qu'il attaque quelqu'un avant son départ ? Il ne ferait rien d'aussi fou, monsieur. Nous lui avons fourni tout ce dont il pouvait avoir besoin. Commettre un crime serait révéler l'endroit où il se cache. C'est vrai, dit Sir Henry. Dans ce cas, Barrymore... Dieu vous bénisse, monsieur. Merci. Merci de tout mon cœur. Ma pauvre femme en mourrait s'il était repris. Je suppose que nous favorisons et nous rendons complices d'un délit, Watson. Mais après ce que nous venons d'entendre, je ne me sens pas capable de le livrer. Alors, l'affaire est close. C'est bon, Barrymore, vous pouvez disposer. Après avoir bredouillé quelques mots de gratitude, l'homme se retourna, mais il hésita et revint sur ses pas. Vous avez été si bon pour nous, monsieur, que j'aimerais faire tout mon possible pour vous en retour. Je sais quelque chose, Sir Henry, et peut-être aurais-je dû le dire avant, mais c'est longtemps après l'enquête que je l'ai découvert. J'en ai jusqu'ici soufflé mot à quiconque. C'est à propos de la mort du pauvre Sir Charles. Le baronnet et moi avions bondi sur nos pieds. Vous savez comment il est mort ? Non, monsieur, ça je ne le sais pas. Quoi alors ? Je sais pourquoi il se trouvait à la porte à cette heure-là. C'était pour rencontrer une femme. Pour rencontrer une femme ? Lui ? Oui, monsieur. Et quel est le nom de cette femme ? Je ne peux vous donner le nom, monsieur, mais ses initiales, si. Il s'agissait de L.L. Comment savez-vous cela, Barrymore ? Eh bien, Sir Henry, votre oncle avait reçu une lettre ce matin-là. Il recevait habituellement beaucoup de courriers, car c'était un homme public bien connu pour sa nature généreuse,
ce qui fait que quiconque avait des problèmes était heureux de se tourner vers lui. Mais ce matin-là, le hasard voulut qu'il n'y ait que cette lettre, ce qui fait que je la remarquai davantage. Elle provenait de Coombe Tracy et avait été rédigée de la main d'une femme. Et alors? Voilà, monsieur, je ne pensais plus à cette histoire et ne l'aurais plus jamais fait sans ma femme. Il y a à peine quelques semaines, elle faisait le ménage dans le bureau de Sir Charles, on n'y avait pas touché depuis sa mort, et elle trouva les cendres d'une lettre brûlée au fond de la cheminée. La plus grande partie était réduite en cendres, mais un petit morceau, le bas d'une page, était encore entier et l'écriture était encore lisible, bien que ce fût en gris sur fond noir. Il nous sembla qu'il s'agissait du post-scriptum de la lettre qui disait « Je vous en prie, puisque vous êtes un homme d'honneur, brûlez cette lettre et soyez à la porte à 10 heures. » Au-dessous se trouvait la signature, les initiales LL. Avez-vous ce morceau de papier? Non, monsieur. Il est tombé en morceaux après que nous l'eûmes manipulé. Sir Charles avait-il reçu d'autres lettres portant la même écriture? À vrai dire, monsieur, je ne prêtais pas une attention particulière à ces lettres. Je ne l'aurais pas remarqué si celle-ci n'était pas arrivée seule. Et vous n'avez aucune idée de l'identité de LL? Non, monsieur, pas plus que vous. Mais je suppose que si nous pouvions mettre la main sur cette dame, nous en saurions plus sur la mort de Sir Charles. Je ne parviens pas à comprendre, Barrymore, comment vous avez pu garder pour vous une information aussi importante. Eh bien, monsieur, ce fut immédiatement après que notre propre problème est apparu. Et une fois encore, monsieur, nous étions tous les deux très attachés à Sir Charles, et nous le pouvons bien, étant donné tout ce qu'il a fait pour nous. Ébruiter l'affaire n'aurait rien apporté à notre pauvre maître, et il est bon d'être prudent lorsqu'une dame est impliquée. Même le meilleur d'entre nous... Vous avez pensé que cela risquait de ternir sa réputation? En fait, monsieur, j'ai pensé qu'il n'en sortirait rien de bon. Mais désormais, comme vous avez été bon envers nous, je considère qu'il serait malhonnête de ne pas vous dire tout ce que je sais sur l'affaire. Très bien, Barrymore. Vous pouvez disposer. Après le départ du majordome, Sir Henry se tourna vers moi. Alors, Watson, que pensez-vous de ce nouvel éclairage? Il me semble que l'obscurité n'en est que plus impénétrable. C'est également ce que je pense. Mais si seulement nous pouvions retrouver qui est LL, toute l'affaire serait clarifiée. Nous avons au moins obtenu cela. Nous savons que quelqu'un connaît les faits, pour peu que nous parvenions à lui mettre la main dessus. Que devrions-nous faire, à votre avis? Tout raconter à Holmes sans délai. Cela lui fournirait la piste qu'il recherche. Je serais très étonné si cela ne le décidait pas à venir ici. Je me rendis immédiatement dans ma chambre pour rédiger à l'attention de Holmes un compte-rendu de la conversation du matin. J'étais certain qu'il avait été très occupé ces derniers temps, car les notes que je recevais de Baker Street étaient rares et brèves, sans commentaire sur les informations que je lui avais communiquées, et elles faisaient à peine mention de ma mission. Cette affaire de chantage accapare probablement toutes ses facultés. Et pourtant, ce facteur nouveau retiendra sûrement son attention et son intérêt en sera renouvelé. J'aimerais qu'il soit ici. 17 octobre. Aujourd'hui, la pluie est tombée toute la journée, crépitant sur le lierre et dégoulinant des avant-toits. Je songeais aux prisonniers dehors sur la lande froide et désolée, sans refuge possible. Pauvre homme. Quels que fussent ses crimes, il souffre pour les expier. Et puis, je songeais à l'autre, ce visage dans le fiacre, la silhouette se découpant sur la lune. Était-il lui aussi dehors sous ce déluge, le guetteur invisible, l'homme de l'ombre? Le soir, j'enfilai mon imperméable et pénétrai assez loin sur la lande détrempée, envahi par de sombres pensées, la pluie battant mon visage et le vent me sifflant aux oreilles. Dieu vienne en aide à ceux qui s'aventurent maintenant dans le grand bourbier de Grimpen, car même la terre ferme des hauts plateaux se transforme en marécage. Je retrouvai la butte noire sur laquelle j'avais vu le guetteur solitaire, et de son sommet escarpé, j'observai moi-même les dunes mélancoliques au loin. Des rafales de pluie s'abattaient sur leur surface rousse, et les lourds nuages couleur d'ardoise flottaient bas au-dessus du paysage, se traînant en formant des guirlandes grises le long des pentes des collines irréelles. Sur ma gauche, au loin, dans la partie vallonnée, à moitié cachée par le brouillard, les deux minces tours de Baskerville Hall s'élevaient au-dessus des arbres. Elles étaient les seules traces d'activité humaine visibles en dehors des nombreuses huttes préhistoriques qui occupaient les flancs des collines.
Nulle part on ne voyait trace de cet homme solitaire que j'avais vu à cet endroit 2 nuits auparavant. En rentrant, je fus rattrapé par le docteur Mortimer qui conduisait sa carriole sur la rocailleuse piste de la lande venant de la ferme isolée de Faulmire. Il s'est montré très prévenant envers nous, et rares furent les jours sans qu'il vienne au manoir voir comment nous allions. Il insista pour que je monte dans son dog-cart, et il me raccompagna à la maison. Je le trouvai très affecté par la disparition de son petit épagnol. Il est parti sur la lande et n'est jamais revenu. Je le consolai autant que je pus, mais je songeais au poney sur le grand bourbier de Grimpen, et je ne crois pas qu'il reverra son petit chien. « À propos, Mortimer, lui dis-je alors que nous avancions en cahotant sur la mauvaise route, je suppose qu'il y a quelques personnes qui vivent par ici que vous ne connaissez pas ? Quasiment pas, je pense. Pouvez-vous, dans ce cas, me dire le nom d'une femme dont les initiales seraient LL ?» Il réfléchit plusieurs minutes. « Non, dit-il. Il y a quelques bohémiens et des ouvriers à propos desquels je ne peux répondre, mais parmi les fermiers et la petite société d'ici, il n'y a personne dont ce soit les initiales. Mais attendez un peu, ajouta-t-il après un court instant. Il y a Laura Lyons. Ses initiales sont LL, mais elle vit à Coombe Tracy. Qui est-ce ? Demandai-je. La fille de Frankland. Quoi ? Frankland ? Le vieil excentrique ? Tout à fait. Elle avait épousé un artiste nommé Lyons qui était venu dessiner sur la lande. Il se révéla être une canaille et l'abandonna. La faute, d'après ce que j'ai entendu, ne lui incombe peut-être pas entièrement. Son père ne voulut plus entendre parler d'elle, car elle s'était mariée sans son consentement, et peut-être aussi pour 2 ou 3 autres raisons. Alors, entre le vieux coquin et le jeune, la fille a vraiment souffert. De quoi vit-elle ? Je suppose que le vieux Frankland lui verse une maigre rente, mais pas plus, car il est lui-même dans une très mauvaise passe. Quoi qu'elle ait pu mériter, on ne pouvait la laisser tomber au plus bas. Son histoire fut connue, et plusieurs personnes d'ici ont fait un geste pour lui permettre de gagner honnêtement sa vie. Stapleton pour une bonne part, et Sir Charles pour l'autre. J'ai moi-même donné un petit quelque chose, c'était pour lui permettre de démarrer dans la dactylographie. Il voulait connaître le pourquoi de mes questions, mais je m'arrangeais pour satisfaire sa curiosité sans trop lui en dire, car il n'y a aucune raison de mettre qui que ce soit dans la confidence. Demain matin, je me rendrai à Coombe Tracy, et si je peux voir cette Madame Laura Lyons, à la réputation ambiguë, un grand pas aura été fait vers la résolution d'un des incidents de cet enchaînement de mystères. Je dois très certainement développer une prudence de vieux singe, car lorsque Mortimer s'est mis à me harceler de questions jusqu'à un point embarrassant, je lui ai demandé distraitement dans quelle catégorie se rangeait le crâne de Frankland, et je n'ai plus entendu parler que d'anthropologie physique durant le reste du trajet. Je n'habite pas avec Sherlock Holmes depuis des années pour rien. Il me reste à signaler un seul autre incident survenu au cours de cette mélancolique journée de tempête. C'est la conversation que je viens d'avoir avec Barrymore, qui m'a fourni un autre atout à jouer le moment venu. Mortimer était resté pour le dîner, et un peu plus tard, le baronnet et lui étaient en train de jouer à l'écarté. Le majordome m'apporta mon café dans la bibliothèque, et je saisis là l'occasion de lui poser quelques questions. « Alors, lui dis-je, est-ce que votre cher parent est parti, ou est-ce qu'il rôde encore là-bas ?»« Je ne sais pas, monsieur. J'implore le ciel pour qu'il soit parti, car il ne nous a causé que des ennuis ici. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis la dernière fois où je lui ai déposé à manger, et c'était il y a 3 jours. »« L'avez-vous vu depuis ?»« Non, monsieur. Mais les vivres avaient disparu lorsque je suis repassé par là. »« Alors il était sans doute encore là. »« Il faut croire, monsieur. À moins que ce ne soit l'autre homme qui les ait pris. » Je m'assis, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres, et je le regardai fixement. « Alors, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre ?»« Oui, monsieur. Il y a un autre homme sur la lande. »« L'avez-vous vu ?»« Non, monsieur. »« Comment le connaissez-vous dans ce cas ?»« Seldon m'en a parlé, monsieur. Il y a 1 semaine ou un peu plus. Il se cache lui aussi, mais ce n'est pas un prisonnier pour autant que je sache. Je n'aime pas ça, Dr. Watson. Je vous le dis tout net, je n'aime pas ça. » Il s'était soudain exprimé avec passion et conviction. « Maintenant, écoutez-moi, Barrymore. Je n'ai aucun autre intérêt dans cette histoire que celui de votre maître. Je ne suis venu ici que dans le but de l'aider. Dites-moi franchement, qu'est-ce qui ne vous plaît pas ?» Barrymore hésita un instant,
comme s'il regrettait de s'être emporté ou qu'il trouvait difficile d'exprimer ses véritables sentiments avec des mots. « Ce sont toutes ces allées et venues, monsieur. » s'écria-t-il enfin en montrant de la main la fenêtre cinglée par la pluie qui donnait sur la lande. Il se passe des choses pas claires, et il se prépare la plus vile infamie, j'en jurerai. Je serais très heureux, monsieur, de voir Sir Henry s'en retourner à Londres. Mais qu'est-ce qui vous inquiète ? Prenez la mort de Sir Charles. C'était assez inquiétant d'après tout ce qu'a dit le juge d'instruction. Prenez ce bruit sur la lande le soir. Pas un homme ne la traverserait après le coucher du soleil, même si on le payait pour cela. Prenez cet homme qui se cache là-bas à guetter, à attendre. À attendre quoi ? Qu'est-ce que cela signifie ? Rien de bon pour quiconque porte le nom de Baskerville, et je serais très heureux de me débarrasser de tout cela le jour où les nouveaux domestiques de Sir Henry seront prêts à prendre en charge le manoir. Mais cet inconnu, lui dis-je, vous ne pouvez rien me dire sur lui ? Qu'a dit Selden ? A-t-il trouvé où il se cachait ou ce qu'il faisait ? Il l'a vu une fois ou deux, mais il cache bien son jeu et ne lâche rien. Il a d'abord cru qu'il était de la police, mais il s'est vite aperçu qu'il avait ses propres préoccupations. C'était une sorte de gentleman autant qu'il a pu en juger, mais il n'a pu deviner ce qu'il faisait. Et où a-t-il dit qu'il vivait ? Dans les vieilles maisons sur les flancs de la colline, ces huttes de pierre dans lesquelles les gens d'autrefois vivaient. Mais comment se nourrit-il ? Selden s'est rendu compte qu'un gamin travaille pour lui et lui apporte tout ce dont il a besoin. Je suis certain qu'il va à Coombe Tracy pour chercher le nécessaire. Très bien, Barrymore. Nous reparlerons sans doute de tout cela une autre fois. Une fois le majordome parti, je m'approchai de la fenêtre sombre et je regardais par la vitre embuée les nuages qui passaient et la ligne fluctuante des arbres balayés par le vent. C'est déjà une nuit terrible à l'intérieur, alors qu'est-ce que ce doit être dans une hutte en pierre sur la lande ? Quelle sorte de haine passionnée peut pousser un homme à se terrer dans un tel endroit à un moment pareil ? Et quel dessein profond et pressant peut-il poursuivre qui exige d'endurer une telle épreuve ? C'est là-bas, dans cette hutte sur la lande, que semble se trouver le centre même du problème qui m'a si cruellement contrarié. Je jure qu'il ne s'écoulera pas un autre jour avant que je n'ai fait ce qui est humainement possible pour atteindre le cœur de ce mystère.